bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, d'analyses et de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de l'actualité nationale avec les faits majeurs qui sont, entre autres, les sujets que nous allons donc débattre. Il s'agit premièrement de cette manifestation du 27 novembre qui a eu lieu à Ouagadougou et dans l'ensemble, en tout cas, des villes du pays. Nous allons donc en décrypter les éléments et puis aussi, avec mes invités, nous allons refaire en fait cette analyse-là. Et puis, nous parlerons, second sujet, nous parlerons de l'adresse à la nation du chef de l'État. Donc, le chef de l'État a fait une annonce tardive dans la nuit, bien sûr. Nous allons revenir sur les points saillants du président et les promesses qu'il a eu à faire au Burkinabé. Et puis, troisième sujet, on parlera d'une autre annonce, mais là, c'était un message aussi de Blaise Compaoré, donc message de compassion, mais également aussi un message d'analyse de la situation nationale en rapport avec, bien sûr, les événements sécuritaires. Nous allons débattre de ce sujet avec mes invités sur ce plateau. Je m'en vais vous les présenter. À ma droite, André-Eugène Ilboudo, il est directeur de la radio et des écoles. Merci André-Eugène d'être sur ce plateau. Maître Kielem Apollinaire de Tambela, avocat inscrit au barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être là. Et puis, juste à la gauche de Maître Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du Cercle de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis enfin, dernier invité, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication donc, de l'opinion. Merci Lengani d'être là. À vous tous, disons merci. Cette émission, vous pourrez également intervenir dans la deuxième phase en appelant déjà pour vous inscrire sur notre liste et nous vous rappelons pour prendre votre intervention. On va tout de suite ouvrir avec ces événements donc, du 27 novembre. Il y a eu donc des marches au Burkina, un peu sur le territoire national, à Ouagadougou et puis dans d'autres villes, Bobo par exemple, Bobo, Ouaiguia, etc. Nous allons donc revenir sur cet élément qui avait été traité par la rédaction de BF1. Place de la Nation, ce samedi 27 novembre, l'entrée principale du lieu hermétiquement fermée. À tous les angles de l'espace, présence de la gendarmerie. Il est 7h30. Tout semble bien se passer. Les premiers responsables du mouvement Sauvons le Faso, qui revendiquent la démission du président du Faso, sont en négociation avec la gendarmerie pour tenter d'accéder au site, car une décision de la mairie centrale de Ouagadougou interdit ce regroupement. On a donné notre demande d'autorisation. Si le maire a refusé, parce que c'est son pouvoir, nous on va tout faire. La gendarmerie dit comprendre le cri de soutien à leur égard, mais demande un document légal avant de les laisser se rassembler. Droit dans leurs bottes, ils demandent aux manifestants de s'éloigner du site. Les pourparlers échouent. Et là, les esprits s'échauffent et on hausse le ton. Les gens sont à Ouagadougou, ils sont en train de boire la bière. Vous êtes en train de mourir. Cette marche-là sera organisée et on va répondre aux attentes. Et le maire de Ouagadougou, il a refusé de réceptionner. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. La clé de la ville de Ouagadougou nous appartient. C'est nous le peuple. Une accalmie. Il se retrouve à la place des cinéastes, pour certains, et d'autres devant la BCAO. D'un commun accord, les manifestants décident, à défaut de la place de la Nation, d'arpenter les rues et artères de la capitale. À peine qu'ils finissent d'échanger avec la gendarmerie, que plusieurs cargos de la police nationale surgissent en lançant des gaz lacrymogènes. C'est la débandade. Les manifestants résistent, puis encore et encore des lacrymogènes. Même la gendarmerie a reçu ces gaz qui font pleurer. Ce qui justifie clairement une action non coordonnée des deux forces. Deux forces censées jouer le même rôle. L'une procède par la dissuasion des manifestants et l'autre par le dispersement à l'aide de gaz. Malgré les tirs de sommation, les manifestants ne s'éloignent pas de ce qu'ils souhaitent. Le départ de Roch Kaboré, le président du Faso. Non, la police, on sait qui est la police au Burkina ici. La police, c'est pas la peine. Je sais de quoi je vous parle. S'il veut, il peut m'arrêter. Si vous voulez là, tuez-nous. Tirez-nous. La gendarmerie n'a rien fait. La gendarmerie n'a même pas réagi. La gendarmerie n'a même pas réagi. Là, ils nous couvrent. On est là. Demain et après-demain, aujourd'hui, toute la journée, on sera là.
Monsieur Rochmar Christian Kaboré, tu ne peux plus nous intimider. L'heure n'est plus à l'heure de Blaise Compaoré. Aujourd'hui où on recule devant rien. On est patriote, on va mourir pour notre pays. Ça, ce n'est que du gaz. Et ce n'est pas l'Ukraine. La mobilisation est cassée. Certains rebroussent chemin. D'autres ne sont pas découragés. Ils annoncent rester dans les rues jusqu'à obtenir gain de cause. On ne peut pas admettre ça. Il n'y a pas cette famille au Burkina Faso qu'il n'y a pas de deuil là-bas. Hein? C'est quoi? Il n'a qu'à sortir publiquement dire au peuple burkinabé, je vous demande pardon de tout ce qui s'est fait, vous m'excusez, moi je me retire. Les 4 ans qui restent, l'armée va gérer et puis on va faire les élections. À 9h30, quand nous quittions le centre-ville, les manifestations se poursuivaient. Certains tentaient de barricader des voies avec des pneus. Au grand marché, c'était des magasins fermés et des marchandises scellées. Merci. Vous avez bien suivi cette scène de Intifada à Ouagadougou, les manifestants qui, malgré en tout cas l'interdiction, la présence des forces de défense et de sécurité, ont malgré tout eu à arpenter les ruelles de Ouagadougou, les avenues. En tout cas, disons que la manifestation a pu avoir lieu. André Eugène Ilboudo, commentaire sur cette situation. Bien, d'abord, il faut regretter ces scènes de violence. Mais autant dans notre pays, on a connu des manifestations avec de violence, autant la mémoire nous dit aussi qu'il y a des manifestations qui se sont déroulées sans violence. Et notamment, par exemple, quand les syndicats organisent leurs manifestations, c'est encadré et c'est bien fait. Et s'il n'y a pas d'infiltration, ils manifestent et ils repartent chez eux sans casse. Je crois que dans une situation volatile comme ça, ce qu'il aurait fallu, c'est que tout le monde écoute tout le monde. Parce que ce que les manifestants ont fait, c'est dans leur droit. La Constitution a prévu que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on peut manifester. Maintenant, ils sont partis, on a vu la lettre de l'huissier qui a constaté le refus de réceptionner en disant, et les 2 principales raisons, c'est de dire qu'ils sont venus hors délai et qu'il n'y avait pas de pièces d'identité dans leur dossier. Mais tout cela se gère. Je crois que ce que les gens souhaitent, c'est d'être écoutés. On ne peut pas être forcément d'accord avec tout le monde. Mais je pense que la première qualité d'un responsable, c'est d'être capable d'écouter même les désaccords. Et parce que quand vous n'écoutez pas les désaccords, c'est ce qui arrive. Je crois que cette affaire-là, étant donné surtout qu'on avait prévu, les gens disent qu'ils vont marcher il y a plus d'1 semaine, que tout le monde savait que le 27, là, c'était un samedi rouge, comme disaient certains. Je crois qu'on pouvait avoir les moyens pour se mettre d'accord. Et je crois qu'encore une fois que notre pays a besoin d'un système de médiation vrai, où quand il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y ait un lieu de palabre où les gens s'asseyent pour écouter. Sinon, ça va continuer. Parce que ce que l'on fait aujourd'hui, je ne suis pas sûr que cette façon de régler le problème-là va permettre à ce que l'on ait la paix. Parce que les gens vont continuer à manifester. Et ça, c'est dommage pour nous. Maître Keleb, les manifestants ont tenté, bon, il semble qu'il y a eu quelques irrégularités, en tout cas quelques sont allés fort clos, il n'y a pas eu de pièces, etc. Mais toujours est-il que la manifestation était bien connue d'avance, ils voulaient manifester. Le maire de Ouagadougou a sorti un document demandant à la gendarmerie, demandant à la police municipale aussi, d'interdire toute manifestation sur la voie publique. Est-ce qu'il fallait rester théorique sur le formalisme ou il fallait aller au fond? Le problème n'est pas que la manifestation était connue ou pas. Est-ce que les manifestants se sont inscrits dans la légalité? Ça, je ne sais pas. Bon, moi, j'ai entendu parler de cette marche-là depuis longtemps, donc je croyais que, bon, ils avaient adressé une demande, que tout était OK. Et il semble qu'ils sont allés dans le cadre de la procédure, il y a eu vice. Ouais, c'est ça. Il y a eu vice de forme. Ça veut dire quand vous voulez faire quelque chose, il faut vous donner suffisamment de temps pour le faire. Le temps de pouvoir corriger les éventuels vices. Est-ce que vous voyez? Bon, moi, je suis avocat. Nous savons qu'il y a beaucoup de demandes qui sont fondées dans le fond, mais qui n'obtiennent pas gain de cause parce qu'il y a vice de forme. Soit parce que la demande a été introduite, n'est-ce pas, sans requête préalable, quand c'est le tribunal administratif, soit hors délai, etc. Donc, si dans votre demande, n'est-ce pas, il y a un vice, il faut vous donner le temps de pouvoir le réparer si c'est régularisable. Et si ce n'est pas régularisable, il faudra le porter ça une autre fois. C'est ça la légalité. Si autrement, ça devient aussi de l'arbitraire. Donc, sur ce plan, moi, je ne connais pas, je ne sais pas la procédure qu'ils ont adoptée, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Même si dans le fond, la manifestation est justifiée. Parce qu'on comprend le ras-le-bol de tout le monde. Ils ont bien dit là-bas qu'il n'y a pas une famille au Burkina Faso qui ne connaît pas de deuil. Sauf celui qui n'a pas perdu quelqu'un au fond, qui peut avoir une certaine indifférence par rapport à ça. Or, il y a très peu de familles qui n'ont pas perdu, qui n'ont pas perdu quelqu'un au fond. Donc, la colère des gens est justifiée. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour bien exprimer leur colère selon la légalité? C'est ça la question. Évariste Konsebo, on a entendu dire que sous le régime Compaoré, les marches d'ailleurs qui l'ont fait partie, le régime a laissé les marches se faire, il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas d'arrestation, parce qu'il y a aussi ça, il y a eu des arrestations bien avant la manifestation. Lota par exemple, Bagnan Lota, arrêté, Adama Tiendrebego, convoqué, arrêté, Assimi Ouedraogo, officier de police, arrêté, Marcel Tankwano a reçu une convocation, et puis pendant la marche, aussi d'autres arrestations comme Madame Drabo, Anaïs, etc. Est-ce que tout ça, ça ne crée pas une atmosphère suffisamment délétère? Pourquoi quand on compare, on dit que sous le régime Compaoré, le climat n'était pas aussi policier. Je dis que non, il y a eu des arrestations. Il fut même un temps, au sortir, même au lendemain de l'assassinat de Norbert, on avait interdit même les manifestations pendant une longue période. Mais ce qui a eu raison du régime Compaoré, ce sont les modes de désobéissance civile et l'entêtement justement du clan Compaoré de mesurer, d'apprécier la situation. On ne sommes pas, c'était pas du tout. Moi, je compare pas du tout. Mais dans les années 2012, 2013, 2014, les marches se sont faites jusqu'au 28 octobre 2014. À l'époque, est-ce qu'à l'époque le pays était divisé, comme d'ailleurs eux-mêmes ils le disent? Parce que moi, je reprends au mot les manifestants qui disent qu'ils ont fait une comparaison avec Vichy que je n'approuve pas du tout parce que la rigueur, la comparaison. Mais je trouve que une poignée de personnes. Il a bien dit, hein, tout le monde ici a des parents touchés, on est touchés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut sortir, détruire le pays. Et moi, c'est grave, parce que moi, je trouve que c'est... Quand on dit, par exemple, parce qu'effectivement, ils n'ont pas respecté les procédures pour pouvoir marcher, et maintenant, on dit que c'est politique. En quoi c'est politique? Il y a des règles pour pouvoir marcher, il faut suivre ces règles. Quand on est un citoyen, c'est un. Et de deux, moi, c'est vrai que je suis quelque part partagé aujourd'hui. Je me demande si le CFOP, sous la version 2014, aurait soutenu une manifestation illégale. Parce qu'on était dehors, on a vu les conséquences. Il y a eu des casses. On a saccagé la direction de l'état civil de la mairie. Et c'est pas ça, il y a eu plein d'autres. Et tous les commerces qui ont été fermés et tout. Dites-moi en quoi ça va venir améliorer la situation sécuritaire du pays. Moi, je dis que ces gens-là, puisqu'on les connaît, on doit les traduire en justice et doivent répondre. Mais est-ce qu'on ne rentre pas dans une sorte de confrontation, dans un climat où il vaut mieux... Non, justement, attendez, ils ont pris la comparaison avec Vichy. Moi, je dis bien, effectivement, il y avait une zone libre et il y avait une zone occupée. Mais le salut est venu d'où? Le salut est venu de la zone libre. Aujourd'hui, moi, je dis que c'est vrai, tout se passe comme s'il y avait des solutions simples que le président ne veut pas appliquer. Et moi, je ne vois pas, même dans le contexte actuel, moi, je veux bien que... Voilà, ils ont même dit, il y avait un des marcheurs qui dit que l'armée prenne et qu'on organise des élections. Ça dit quand même quelque chose. Est-ce que, en quoi l'armée qui n'est même pas capable de défendre l'intégrité du territoire va pouvoir nous sortir de cette galère dans laquelle nous sommes? Moi, je me dis qu'il ne faut pas que les gens se laissent embarquer dans des aventures des lendemains. Parce qu'actuellement, les zones libres, s'il y a peut-être un espace, c'est à partir des zones libres que l'espoir de reconquête du territoire va se faire. Or, ils sont en train d'ajouter quoi? De l'inquiétude au Burkinabé, ils sont en train d'ajouter de l'instabilité. Et si on instabilise, en fait, on détruit les zones plus ou moins... Mais alors, Évariste Konsebo, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on pense qu'il y a des gens qui sont plus raisonnables, qui sont plus conscients de la situation que vit le pays, que ces gens qui sont sortis, ces gens qui appellent à marcher, etc. Parce que la marche a eu lieu, bien sûr, à Ouagadougou, mais aussi à Ouéguia, il y a eu beaucoup de monde. À Bobo-Dioulasso, il y a eu beaucoup de monde. Est-ce qu'on va dire que toutes ces personnes qui s'expriment ainsi, qui choisissent ce moyen de s'exprimer, ne sont pas suffisamment conscientes? Moi, je vous demande, en quoi est-ce que ça a amélioré la situation sécuritaire? Ça marche là, il faut me dire. Mais c'est l'État qui doit améliorer, c'est le gouvernement, c'est le président. Oui, mais on entend... Et une fois que les machines s'expriment, ils ont un besoin. Je vous rappelle que, quand même, à la suite en fait, des derniers événements très dramatiques, le président a communiqué à la nation la nuit, tardivement. On va en parler d'ailleurs, on va en parler. Ça veut dire qu'en haut lieu, non, quelque part, ils ont pris conscience. D'accord. Oui. Lengani Isaka,
commentaire sur ce qui s'est passé avec bien sûr l'interdiction, les arrestations avant, pendant. Est-ce que tout ça n'a pas contribué à ce que la situation soit aussi de tension? Est-ce qu'il fallait peut-être interdire? Est-ce qu'il ne fallait pas trouver, comme André Jeune le disait, c'est à l'État, c'est aux autorités, aux dirigeants de trouver peut-être des voies pour ne pas conduire à la confrontation? D'abord, moi je félicite ce qui s'est passé hier. Je félicite les organisateurs, je les appuie profondément parce qu'ils expriment la volonté aujourd'hui de ce pays-là, ce pays réel, qui est de voir de véritables changements. Et leur première victoire, parce qu'ils doivent s'estimer victorieux, c'est d'avoir obligé les dirigeants à prendre la mesure de la situation et à communiquer à 23h30. S'il n'y avait pas eu ces ménages de manifestation, Roch-Marc Christian Kaboré n'allait pas parler à 23h30 à son peuple. Et à quel peuple? Quel peuple, à 23h30, était à l'écoute encore? On n'est pas encore au discours du président. On va arriver au discours du président. C'est déjà, il faut déjà remercier le mouvement Sauvons le Burkina pour avoir amené les autorités à prendre des mesures fortes dont nous avons parlé tout à l'heure. Première victoire. Deuxième victoire, et ça c'est sur le plan du droit, Maître de Tambela ne me contredit pas, ne me contredira certainement pas, je parle sous son contrôle. Quand on vous convoque même à la justice, même si c'est votre identité, il y a vice de forme. C'est sûr, vos avocats vont poser le problème. Mais le juge vous dira, mais comme vous êtes là, ça veut dire que c'est vous. Donc, traitons le fond. Donc, en fait, c'est ça. Pour moi, la situation, c'est ça. Même s'il y a vice de forme dans la demande d'occupation du lieu, dans la mesure où des gens se présentent pour dire c'est nous qui organisons, c'est nous qui sommes là, on doit leur dire, ok, vous êtes des citoyens burkinabés, faites, nous allons voir. Dans tous les cas, vous serez responsables de ce qui va arriver. Mais il y a la règle de droit aussi. Oui, si on fait comme ça, tous les matins, on aura des gens pour qui on vient manifester. Oui, c'est sûr. Il y a des normes. Mais, comme l'a dit Eugène, il y a des situations où il faut plutôt favoriser le dialogue entre les gens plutôt que de vouloir appliquer la loi stricto sensu. Sinon, les gens, ils sont là pour déposer leur courrier, on a refusé de recevoir. Vous voulez qu'ils fassent comment? Bon, donc, laissons ça tomber. Ça, c'est la forme. Dans le fond, on me dit qu'au Burkina Faso, il y a eu des périodes dans ce pays-là plus policiers que ce qui s'est passé et que, bon, en fait, malgré ça, bon, les gens se sont tenus à carreau tranquille. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on appelle insurrection populaire et qui est un véritable coup d'État, le coup d'État le plus sanglant de ce pays. Aucun coup d'État au Burkina Faso n'a fait autant de morts que ce que vous appelez insurrection populaire 2014, qui était organisée, supportée et toute la responsabilité de CEFOP de l'époque. Le CEFOP de l'époque était responsable des manifestations illégales qui ont eu lieu et qui ont conduit à ce que nous savons. Personne du CEFOP n'a été arrêté. Mais l'insurrection n'a pas été une manifestation. Elle n'a pas été une manifestation déclarée ou appelée à être organisée par quelqu'un. C'était une désobéissance civile qui a été lancée. Et ça, c'est une désobéissance civile. La désobéissance civile est légale, elle est dans la Constitution. Et la marche, ce n'est pas dans la Constitution. La marche est bel et bien dans la Constitution. En plus des arrestations dont vous parlez, et ce que je n'ai pas vu dans le reportage ici, c'est qu'il y a eu des blessés, aussi bien au sein des forces de l'ordre que des manifestants. Et aujourd'hui, quel est le sentiment qu'on donne à ces gens-là? Même si c'est une minorité, même s'ils n'ont pas le même discours que le cardinal, même s'ils n'ont pas le même discours que les grands chefs coutumiers qui ont passé sur toutes les chaînes, même s'ils n'ont pas le même discours que la haute hiérarchie, la nomenclature des certaines associations qui sont très proches du pouvoir. C'est des Burkinabés qui doivent s'exprimer. Qu'on les laisse le faire de manière légale. Et tout se serait bien passé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le fait d'avoir convoqué les gens à marcher le 27 novembre, ça n'a pas fait bouger les lignes au Burkina Faso? Qui peut honnêtement dire cela? Personne. Donc, j'étais aujourd'hui là d'attendre sur ces gens-là pour leur dire non, c'est des marginaux, ils n'apportent rien. Mais la situation sécuritaire a beaucoup évolué. Si ça n'a pas évolué, mais c'est que Roch-Marc Christian Kaboré nous aura menti. Parce qu'il nous a dit qu'il va prendre des mesures. Et donc, comment on peut nous dire à l'avance que la manifestation n'a rien apporté et que c'est ajouter du chaos au chaos?
Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, je le dis. Merci, les candidats. André Génie Ilboudou. Ce que je souhaitais ajouter, c'est que l'article 37 était légal. Et tout le monde ruait là-dessus. On a vu là où ça nous a amené. La légalité, souvent, ne nous amène pas dans la paix. Et je pense qu'il faut avoir le courage, souvent de dire, même si ce n'est pas légal, on regarde ensemble ce que l'on va faire pour sauver. Je crois qu'il y a quelque chose que André les gens... Génie, la légalité ne nous amène pas dans la paix. Est-ce que on pourrait mieux comprendre ça parce que sinon... Non, je veux dire, la légalité... L'état d'exception non plus ne nous amène dans la paix. Les tenants de l'article 37 nous disaient que l'article 37 était légal et qu'il n'y avait rien à faire. C'est légal. D'accord. Mais c'est à cause de l'article 37 qu'on a chassé M. Blaise Compaoré en plein midi. Donc je veux dire que se cabrer sur la légalité de quelque chose, souvent ne nous amène pas dans la paix. Ce qu'il faut regarder, c'est autour d'une situation volatile, qu'est-ce que l'on fait? Je crois que ce que les gens ne vont pas accepter, en démocratie, dire à un président de dégager n'est pas un crime, c'est une opinion. Et dans les démocraties, vous avez des gens qui ruent dans les brancards pour dire au président de dégager, mais ce n'est pas pour autant qu'il dégage. Je crois que le fait aux gens même... On a vu les gilets jaunes en France. Mais Macron est toujours là. Macron est toujours là. Dans une démocratie, dire à un président de dégager n'est pas un crime. Sauf dans une dictature ou bien dans un royaume. Et je crois que même si les gens manifestaient pour dire au président de dégager, du moment où ils disaient même que nous allons manifester pour qu'il dégage là, c'est déjà un bon point parce qu'on sait que ça n'arrivera pas. Mais je crois que vouloir réprimer ce que les gens ont fait, c'est dans leurs droits. Peut-être qu'ils ont mal agi pour accomplir leurs droits. Si on veut la paix, on travaille avec cela pour les canaliser, pour que ce soit légal. Moi, je suis sûr que s'il y avait... Vous savez, dans des situations comme ça, vous mettez des gens qui exécutent des ordres. Or, souvent, il y a des situations où il ne faut pas mettre ceux qui exécutent des ordres. Il faut mettre ceux qui donnent les ordres là à un certain niveau. Moi, je suis sûr que les gens seraient partis. Ils auraient vu un responsable de la mairie à un haut niveau. Peut-être qu'ils se seraient entendus pour que certaines choses n'arrivent pas. Moi, je dis, dans un pays où nous sommes, il ne faut pas ajouter de la rancœur à la rancœur. D'accord. Merci, André Eugène Ilboudou. Il faut ajouter que, pour aller dans le sens de ce que dit André Eugène Ilboudou, nous avons une institution ici qui s'appelle le médiateur du FASO. Donc moi, je pense qu'on aurait pu saisir, par exemple, le médiateur du FASO dans ce cas-là. Qui devait saisir les manifestants qui ne voient soit pas les manifestants, soit la mairie. La mairie, oui. Ouais, l'une des deux parties. Même le dialogue social, par exemple. Pour dire, voilà une situation qui se pose, on fait comment? Est-ce que vous avez vu? Parce que il faut comprendre une chose, parce que même le juge n'applique pas la légalité pour la légalité. Donc quand le juge tient compte de la paix sociale, on en a discuté dans l'affaire Panzani quand c'était arrivé. Le droit pour le droit conduit, n'est-ce pas, à l'enfer. Donc même le juge lui-même, selon les situations, il voit quelle peut être la condition pour qu'il y ait la paix sociale ou pour qu'il y ait la paix des partis et il tranche dans ce sens-là. Donc la légalité pour la légalité ne sert à rien. Cela dit, il faut tenir compte d'une chose aussi. Il ne faut jamais se donner le fouet pour se faire frapper. Par exemple, quand vous savez que ce que vous faites ne va pas plaire, il faut mettre toutes les conditions de votre côté pour préserver vos droits. Parce que vous savez qu'en face, on va chercher la petite faille pour faire échec à votre objectif. Regardez par exemple ce qui s'était passé dans le dossier Thomas Sankara, au moment où les amis de Lengani étaient au pouvoir. Il est dit, n'est-ce pas, que, par exemple, à l'époque, quand vous déposez un pourvoi en cassation, il fallait consigner une somme de 5 000 francs. À défaut de consignation, le greffier devait vous informer et vous donner un délai pour que vous veniez régulariser. Donc, dans le cas du dossier Thomas Sankara, il n'y a pas eu la consignation de la somme de 5 000 francs. Et le greffier non plus ne les a pas prévenus. Et donc, arrivé en jugement, on a dit qu'il n'y a pas de consignation. Donc, on annule votre procédure. Et vous avez vu. Or, le greffier aurait dû les prévenir pour qu'ils viennent compléter. Et le greffier n'ayant pas fait, la Cour ne pouvait pas annuler la procédure. Parce que le greffier non plus n'a pas agi comme il le fallait. Mais ils se sont donné un fouet pour se faire frapper. C'était à eux de veiller à ce que leur procédure soit le plus correcte possible, sachant qu'en face, on vous attend. D'accord. Merci. Donc moi, c'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que Lengani a dit, mais il faut comprendre aussi qu'il ne faut pas se donner le fouet pour se faire frapper. Il faut tenir compte des conditions qui sont en face là et agir dans ce sens-là. D'accord. Alors, Varis Faustin Konsembo,
on va revenir un peu sur aussi l'opposition politique qui a fait une dernière sortie. On le sait, l'opposition a lancé un ultimatum d'1 mois au chef de l'État qui court jusqu'au 9 décembre. Et l'opposition, dans sa dernière sortie, a soutenu donc, les citoyens qui manifestent sans être l'organisateur, le CEFOP, donc l'organisateur de cette manifestation, mais soutient les citoyens qui s'expriment, qui sont donc engagés dans la manifestation, et également réitère en fait sa volonté de demander la démission du président, en tout cas le 9, au plus tard le 9, à l'expiration de l'ultimatum, si rien n'est fait. D'abord, moi, je dis que le CEFOP n'est pas l'ennemi du gouvernement et le gouvernement ne devrait pas être l'ennemi du CEFOP. Parce que moi, ce n'est pas ma vision en démocratie. Je pense que c'est des contre-pouvoirs en fait, républicains qui doivent agir dans l'intérêt général, dans le cadre de l'intérêt général. Moi, ça, c'est mon point de vue. Et moi, je parle en tant que simple citoyen. Là, c'est le simple citoyen qui, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup comme moi, depuis 25-30 ans, se lève à 6 h du matin, va travailler et rentre chez lui, et qui contribue à la construction de son pays. Et on a vu des exemples précipités de rupture ici, où tout le monde a trinqué. Et je ne souhaiterais plus que par des questions d'aventure de personnes politiques, j'ai encore, à mon âge, je ne suis pas vieux ni jeune, mais encore devoir faire peut-être un exil comme je l'ai eu à le faire dans le temps. Donc, je trouve qu'ils ne doivent pas se regarder en chien de faïence. Et si dans un climat aussi... Le problème, en fait, c'est vrai, quand on entend les gens parler, c'est facile d'aller réorganiser l'armée. C'est un problème de réorganisation de l'armée. Et la chienlit qu'il y a dans l'armée ne date pas de 2015. Hein. Et tous les acteurs politiques ont contribué. Tous les régimes, tous les systèmes. On a décapité l'armée. Et maintenant, c'est les conséquences que nous sommes en train de subir. Et moi, quand j'entends les gens applaudir que l'armée au pouvoir, mais attendez, le haut fait de guerre de ces armées, c'est quoi? Si tant que leur mission première, c'est de défendre l'intégrité du territoire, ils ne sont même pas capables, je dis qu'ils ont échoué. Maintenant, alors, pour revenir à ce message du CEFOP, c'est ça que j'ai dit, c'est un ultimatum. Mais maintenant, ils savent très bien que les conditions objectives ne peuvent pas être réunies d'ici quelques jours pour que la situation sécuritaire s'améliore. Donc, on fait quoi? Ils vont amener la crise dans la crise. Ils ont demandé ça fait 1 mois qu'ils ont demandé au chef de l'État de trouver des oppositions républicaines. Chacun doit s'asseoir. Quand la maison brûle, une sagesse dit que chacun doit s'asseoir et apporter les idées et les forces pour que nous puissions ensemble nous en sortir. Sauf si d'autres personnes ont d'autres plans. Mais moi encore, les gens seraient dupes de penser qu'il suffit de remplacer Pierre pour que Paul arrive et puis la situation va s'améliorer. C'est carrément une erreur à ne pas faire. D'accord. Lengani, on va Lengani prendre la parole. Moi, je veux juste dire et réitérer mon opinion par rapport à la marche et aux organisateurs pour leur dire, et c'est ma conviction... On n'a plus à la marche, maintenant on parle de la sortie de l'opposition. Dans la suite, bien sûr, de cette manifestation, l'opposition également a demandé à ses membres de rester à l'écoute de ces mots d'ordre. Et dans la foulée, il confirme donc sa volonté de demander la démission du président au terme donc à échéance de l'ultimatum. Même si j'aimerais sur ce que vous me dites, les organisateurs ont eu raison. Pourquoi? Parce que même le CEFOP, qui est une institution, reconnaît la justesse de leur cause. Puisque le CEFOP dit qu'il est en accord, en amour avec les populations qui manifestent pour dire leur ras-le-bol de la situation de l'insécurité, de la vie chère et de la corruption à ciel ouvert. Ça veut dire donc qu'ils ont même été entendus par l'opposition, le CEFOP, qui est en accord avec eux. Et le CEFOP même allait plus loin en demandant aux forces de l'ordre et de sécurité d'encadrer la manifestation pour éviter tout débordement, pour que tout se passe dans un cadre républicain. Bravo au CEFOP pour ça, pour cet appel. Malheureusement, le CEFOP n'a pas été entendu. Il y a eu la police qui a chargé. Et si vous vous rendez compte, il n'y a eu de désordre que lorsque la police est intervenue pour disperser les gens. Des gens qui étaient calmes, qui discutaient avec les gendarmes pour trouver une solution. Au lieu d'envoyer un médiateur, on aurait pu leur dire, bon, attendez, on va faire venir un médiateur pour discuter, pour trouver une solution. La police charge. Et qu'est-ce que les gens disent? C'est le rôle de la police de charger quand les gens sont dans une situation d'illégalité, non? Ce n'est pas son rôle de jouer au chien vert de la République. Mais la légalité, la raison, c'est qu'ils ne doivent pas occuper les lieux. Est-ce qu'ils ont occupé les lieux? Ils n'ont pas occupé la place, ils étaient autour. Pourquoi les gendarmes ne les ont pas dégagés? Pourquoi? Et je dis, ce qu'on a entendu,
Mais ce n'est pas bon. Qu'est-ce que les enfants disent? Nous avons accepté braver vos gaz lacrymogènes, vos fouets, vos bâtons. Il y a eu des blessés, je vous le dis. Parce que nous voulons éviter que vous continuiez à mourir au front par manque de nourriture, par manque d'armement, par manque de moyens, par manque même d'une stratégie réelle qui vous permet de gagner. C'est pour vous que nous battons. Et vous venez nous... Ça peut avoir un impact très négatif sur la cohésion sociale et sur l'amour, la cohésion qu'on veut entre le peuple et son armée pour défendre l'intégrité du territoire. Et je dis, pour répondre directement à votre question, que aujourd'hui, le CEFOP est bien placé, puisque lui, il a posé un ultimatum. Et l'État, les autorités ont intérêt à tirer toute la leçon de ce qui s'est passé le 27. En regardant l'ultimatum du CEFOP. Ça veut dire qu'il faut se mailler le cul, permettez-moi le terme, pour effectivement poser des actes forts qui vont amener le CEFOP à surseoir à toute manifestation. Parce que s'il y a une manifestation légale ou non légale encore, je crains fort que ce ne soit vraiment le vase, la goutte d'eau qui va déborder le vase. André Jeanne. Non, c'est qu'il faut rendre justice en disant que c'est le CEFOP qui a commencé à donner un ultimatum et après les gens ont embrayé pour dire qu'ils vont marcher le 17. C'est le 16. Non, le 16. La première marche tournait autour du 16-17. Bon. À la suite pardon, je ne coupe pas, oui. Mais à la suite de Inata le 14, dès le lendemain, le mouvement selon le Burkina Faso a lancé une manifestation. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que le CEFOP n'aura pas l'occasion de mettre en œuvre ce qu'il a envie de faire, puisque l'ultimatum court jusqu'au 9. Et le président, on va en parler, s'est donné des travaux d'Hercule pour faire cela. Donc il dit qu'à partir de mardi, il va commencer, on va voir ce qui va arriver. Donc il va le faire avant le 9, si bien que ce que le CEFOP dit va tomber à l'eau. Ça, c'est une analyse. Et le CEFOP aura analysé ce que le chef de l'État va faire. Oui, donc, mais parce que... Non, je voulais... on va y arriver, parce que quand on va voir ce que le président se promet de faire, s'il fait ça, je pense que la colère va tomber. Bon, mais on a Qu'est-ce qu'il a promis de faire, concrètement? Mais il s'est donné okay, d'accord, on va en parler. Non, je vais terminer là-dessus. Oui. En disant que, comme quelqu'un avait dit, que dès qu'on parle de coup d'État, tout le monde sait que le coup d'État n'arrivera jamais. Les gens ont dit, si vous ne faites pas ci, on va demander que vous partiez. Mais étant donné qu'il y a le gros si qui est mis dedans, il suffit qu'on supprime le si et que ce que les gens demandent n'arrive pas. Le CEFOP a donné 1 mois au gouvernement, au président du Faso, pour qu'il réaménage, pour que tout aille bien. Mais j'imagine avec les 3 travaux dont on va parler, s'il réaménage ça, le CEFOP va sortir pour applaudir des 2 mains et puis dire, bon, nous on avait demandé, c'est arrivé, c'est arrivé. Yvaris et puis Maître Temel. C'est un peu simpliste de dire que c'est une question de moyens. La preuve, par exemple, on a vu tous ici, nous avons vu comment, en un record de temps, les budgets alloués à l'armée, 157 milliards, qui de 2016 à 2021 passaient à 428 milliards. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation. Et moi, je défie les CEFOP de me dire que si M. Marc-Christian Kaboré dégage comme ils le disent, eux, ils vont venir et puis réorganiser l'armée seule, ils ne peuvent pas. Pour réorganiser l'armée, on a besoin de toutes les forces. On a besoin de tout le monde. Si vous êtes mal assis, vous ne pouvez pas. Parce qu'ils ont des privilèges, ils ont des avantages que vous ne pourrez pas toucher. Non, mais attends, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si M. Marc Christian réorganise l'armée, aujourd'hui, comme il a promis de le faire. Mais pour réorganiser l'armée, puisqu'il va toucher à des intérêts, il a besoin de l'accord de tout le monde, y compris du CEFOP. D'accord. Voilà. Maître, le CEFOP a soutenu tous les citoyens qui manifestent, qui s'expriment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la position du CEFOP sur ce plan. Evalis a dit que, par exemple, une opposition républicaine aurait cherché à dialoguer, tout. Mais je peux dire que depuis que les terroristes sont arrivés au Burkina Faso, là, le CEFOP a toujours eu un dialogue avec l'exécutif. Dans le cadre du dialogue politique, ils ont d'ailleurs ils ont claqué la porte. Il y a eu plusieurs dialogues. Voilà, mais ils ont toujours posé le problème. Et on se rend compte que rien ne change, rien n'évolue. Mais donc, ça veut dire qu'il faut passer à une autre méthode. D'accord. On ne peut pas leur reprocher ça. Merci. Alors maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, à la refonte de l'armée, on va en parler dans le discours du chef de l'État. Il y a un trait qui est lié à ça. Le chef de l'État donc s'est exprimé.
il a eu une adresse à la nation, une adresse très tardive, parce qu'on va demander à Maître Kelem, est-ce qu'il arrive dans l'histoire des États ou des pays qu'un chef de l'État s'adresse aux gens à 23h30, si ce n'est pas pour déclarer la guerre à un pays? Non, d'abord il faut dire que dans l'histoire, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision. Oui. Voilà. Donc la radio et la télévision, c'est à l'époque contemporaine, époque contemporaine récente. Or, vous savez que la période historique remonte à l'invention de l'écriture, il y a près de 8000 ans de cela. Donc, on ne peut pas parler de ça. Cela dit, n'est-ce pas, il y a eu des chefs d'État qui sont adressés avec des manières plus officieuses. Si vous prenez le règne de Louis XIV, par exemple, quand il avait dit « l'État, c'est moi », il avait dit tout le pouvoir, il n'a plus voulu de Premier ministre, après le décès de son premier ministre, il a tout gouverné, tout seul, et il y a des moments où il prenait des décisions dans sa propre chambre, et il sortait, il imposait ça à la nation. Il avait dit « l'État, c'est moi ». C'est lui qui est le premier, n'est-ce pas, à employer le mot « État ». Et qui est entré maintenant dans le vocabulaire. Donc, dans l'histoire, on peut dire qu'il y a eu des cas, et sans oublier qu'il y a des rois qui refusaient même de se prononcer, comme Charles VII, ce qui a entraîné l'émergence de quelqu'un comme Jeanne d'Arc, voilà, parce qu'il refusait de décider, soit parce qu'il en était incapable, etc. Donc, face à la déconfiture, n'est-ce pas, du roi, Jeanne d'Arc s'est propulsé. Je poserai la question autrement maintenant à André Gémigou. Donc, qu'est-ce qui a certainement pu pousser le chef de l'État à sortir de son habitude de s'adresser à la nation dans les heures, j'allais dire, normales, pour être à 23h30, de façon, enfin, à l'improviste aussi, parce que ce n'était pas prévu à l'avance. Qu'est-ce qui a pu bien créer cette situation? En tant qu'enseignant, j'aime dire à mes élèves qu'un homme normal dort à partir de 22h, sauf les intrigants qui sont là jusqu'à 23h, 23h30. À 23h30, tout le monde dormait. Quand on a la charge de l'État, on n'est pas... Les Burkinabés honnêtes dormaient. Surtout dans les villages, à 20h, tout le monde dort. Hein. Et les pays là où il y a dans les zones où il y a couvre-feu, tout le monde dormait. Donc, à 23h, il a parlé aux Nordambules, ceux qui sont dans les buvettes. Mais vous savez que dans les buvettes, on ne met pas la télé, on n'écoute pas la radio, on met de la musique pour écouter. Donc, la question que je me pose, franchement, c'est à qui il a parlé à 23h30. Mais cela dit, quand je me suis réveillé... Non, la question que moi j'ai posée, c'est qu'est-ce qui a pu bien pousser le chef de l'État à le faire? C'est pas à qui il a parlé. Mais vous savez que qu'est-ce qui peut bien justifier que le président, à 23h, il s'exprime? C'est ça la question. Non, ça urgeait pour qu'il parle aux gens, surtout qu'il n'a même pas dit aux gens qu'il va parler à 23h. Parce que généralement, si la communication était bonne, on aurait prévenu les gens pour dire le président du Faso va vous parler. Même si c'est à 3h du matin, ceux à qui on a dit qu'il va vous parler vont s'asseoir pour écouter le président. Personne. Non, pour rectifier, effectivement, les gens ont commencé à attendre depuis 18h. Hein. On a attendu 20h, ensuite 21h. Les gens ont attendu. Il y a eu une annonce qui disait que le chef de l'État allait parler incessamment. D'accord. Si j'ai bonne mémoire. D'accord, bon. Mais qu'est-ce qui explique que... Oui. Mais vous savez que le président Blaise Compaoré aussi a donné une adresse à la nation où il a analysé la situation. Est-ce que c'est le berger à la bergère? On n'en sait rien. Mais c'est dans la même journée. Donc la question que l'on se pose, en tout cas, 23h30 n'est pas l'heure idéale pour parler à la majorité des Burkinabés. Alors parce que Lengani dit que dès 18h, c'est pas faux, il y avait déjà des annonces, mais quand l'heure est avancée, on peut aussi... reporter à une autre heure plus. Évaluer Concebo quelque chose? Est-ce que quelqu'un a une information précise sur ça? Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Je pense que c'est le contexte qui a guidé. Parce que je ne suis même pas sûr qu'un haut lieu, avec ce niveau de responsabilité, avec tout ce qui vous tombe sur la tête, vous puissiez encore être capable même de dormir. Donc, je pense que c'est... Mais les citoyens, eux, dorment. Oui, mais le chef d'État doit bosser. C'est lui qui est chargé. Mais le chef d'État, il parle à... Il adresse à la nation, il parle à la nation. Non, mais dans tous les cas... Une adresse à la nation. Vous savez très bien qu'immédiatement, aussitôt, après, ça va se répercuter. Ça a été diffusé. Il y a eu une large diffusion. Mais en fait, c'est le symbole. Internet était coupé. Bon, mais là encore, ça, c'est un autre débat. Maître Kelem avec... En fait, il y a deux idées. S'il s'est adressé à une heure si tardive, c'est que les mesures arrêtées étaient difficiles à concocter. Voilà. Parce que, vous savez, des mesures comme ça, là, il y a des oppositions, il y a des pour, il y a des contre-propositions, etc. Donc, sans doute qu'ils ont mis beaucoup de temps pour arriver... Pour s'accorder, arriver à cela. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Ils pouvaient attendre le lendemain, à une heure de grande écoute, pour le dire. Mais attendre, n'est-ce pas, ça allait donner l'occasion à certains de remodifier d'exercer des pressions pour que le président puisse revenir sur certains points. Notamment, vous savez qu'il y a des points assez importants, comme par exemple envoyer les officiers sur le terrain, tout. Donc c'était pour empêcher tout ça. Or, maintenant, en le faisant, il coupe l'herbe sous les pieds de qui que ce soit et il met tout le monde face au fait accompli. Voilà ce qui a été décidé.
Merci. Il faut maintenant Alors, y aller. le président a fait 3 promesses, ou en tout cas, il y a 3 grands points qui se dégagent du discours du président. Il dit, premièrement, il va désormais veiller à ce que les chefs militaires aillent dans les détachements. Ensuite, il promet une opération coup de poing contre la corruption. Il va dépoussiérer les dossiers avec l'ASE et toutes les instances de contrôle. Et puis, le gouvernement, il va mettre en place un gouvernement resserré. Bien sûr, Évariste Fossé-Konsebo, la question qu'on se pose, un gouvernement resserré, qu'est-ce que ça signifie? Non, mais écoutez, il suffit de voir dans le vocabulaire ce que le mot resserré. Mais enfin, politiquement, on sait que c'est un gouvernement restreint. C'est un gouvernement dont le nombre sera vraiment restreint au fonctionnement minimum de l'État. Ce qui veut dire qu'il y a des postes de ministères qui vont être fusionnés, il y a des postes qui vont disparaître. Bon, donc, peut-être que les politiciens vont vont plus dormir la nuit parce que bon, beaucoup vont. Oui, mais quand le président dit ça, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour dépenser, c'est pour diminuer les dépenses de charges de l'État? C'est un message à l'endroit de plus la population. d'efficacité. C'est un message d'abord à l'endroit de la population. N'oubliez pas que dans l'imagerie populaire, le gouvernement est budgétivore et inutile. Donc déjà, il réduit les dépenses et il envoie en même temps un signal. Et en même temps, je suis convaincu que ça va rendre beaucoup plus opérationnel, parce que c'est plus facile de décider quand vous êtes un nombre plus réduit que quand vous êtes énorme. Hein. Et ce n'est pas forcément la quantité de participants qui fait la qualité des travaux. Donc, je pense que de ce point de vue, peut-être c'est ce que je pense. D'accord. André Jeanne? Non, il faut lire ce que le président a écrit. Il a dit, je vais faire un gouvernement resserré et soudé. C'est le troisième. Mais moi, je commencerai par là. Parce que la question que je me pose, je me dis, il s'est donné 3 travaux d'Hercule. Parce que j'imagine que ça va pas être facile. Vous avez un gouvernement où la plupart des gens sont là pour eux-mêmes, pas pour le président. Ils sont là pour se faire des trésors de guerre, parce qu'ils savent qu'il ne sera pas là au 3e mandat, et donc ils se font des trésors de guerre pour pouvoir prendre sa place. Heureusement que ce qui est heureux, par exemple, au temps de M. Blaise Compaoré, il n'y a pas ce genre de façon de faire. Tous les scandales dont il va envoyer en prison les gens pour son 2e travail, ce sont les gens qui lui sont proches, dont les scandales tournent autour d'eux. J'imagine comment il va faire pour resserrer ce gouvernement. Nous sommes à Ouaga 2000 et on voit sur les rues là, les rues qui sont jonchées de cabris morts et de chiens noirs et de chiens rouges. Comment il va faire pour resserrer ces gens avec des chaînes et des bagues. Donc ça c'est un gros problème, ça c'est un travail d'Hercule. J'imagine qu'il va avoir de la misère. Le 2e point, comment va-t-il pour envoyer tous ses amis en prison dont les scandales tournent autour d'eux? Ça, c'est un travail d'Hercule. Comment il va faire? Si vous regardez tous les scandales que la presse a levés, ça tourne autour de Kosiam. Comment il va faire pour envoyer ces gens-là en prison? Mais il s'est donné un travail sur lequel j'imagine que ça va être compliqué pour lui de le faire. Mais est-ce qu'il veut avoir une mutinerie des chefs militaires? Vous croyez que les gens qui sont là et qui sont habitués à manger frais, à manger gras et à boire frais, vont aller sur le front? C'est ce que nous souhaitons. Mais j'imagine que ces gens-là vont lui dire, mais attends, on ne va pas y aller. Donc je me dis, il s'est donné un travail où il a besoin que tout le monde vraiment se ressource autour de lui. D'accord. Parce que ça va être compliqué. André, le mot resserré ici aurait pris certainement dans l'imaginaire des uns et des autres la place d'un autre mot. Les gens s'attendaient à un gouvernement ouvert, un gouvernement de large rassemblement, un gouvernement d'union nationale. Les gens s'attendaient plutôt à ça qu'un gouvernement resserré. Non, je pense que quand vous êtes dans un pays en guerre, il faut virer tous les gens qui travaillent pour eux et qui ne travaillent pas pour la nation. Tous les scandales dont on parle, les gens n'aiment pas le pays en faisant ça. Quand on vous donne de l'argent pour acheter de l'armement militaire et que vous détournez, mais il faut virer ces gens. Donc je me dis, il a raison. Moi je dirais, le président du Faso aujourd'hui a peut-être au maximum besoin autour de 10 personnes convaincues, patriotes, pour l'aider à redresser le pays. Mais il n'a pas besoin de 30 personnes, des gens qui sont venus pour travailler pour lui. Est-ce que le gouvernement resserré, c'était pas plutôt le gouvernement, ou alors dans le resserré, on resserre avec d'autres aussi, un Soudan aussi avec d'autres aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on comprend? Parce que déjà, l'opposition, certainement, en faisant ces manifestations et tout, va dans le sens que le président ouvre un peu plus, et c'est un peu l'opinion qu'on entend se développer. Il faut que le gouvernement soit un peu plus ouvert pour rassembler, parce qu'on parle d'union sacrée, on parle d'unité, il faut rassembler tout le monde pour faire face à l'ennemi commun.
Bon, vraiment, le gouvernement resserré, soudé, j'avoue que ça m'a donné des migraines pour essayer de décrypter. Mais en même temps, en analyse politique, j'écoute ce qui se passe, j'observe les mouvements des acteurs politiques et ça peut aller dans plusieurs sens. Le premier sens que je vois, c'est que Roch Marc Christian Kaboré estime aujourd'hui que pour bien mener sa mission, il a besoin d'avoir autour de lui d'hommes de confiance qui partagent à tout point de vue ses opinions et sa manière de vouloir diriger le pays. Et ce faisant, il va se resserrer autour de sa personne. Resserrer autour de sa personne et souder avec des gens qui sont effectivement fidèles, qui vont aller avec lui jusqu'au bout et qui vont subir au besoin le courroux de la population, assumer et mettre en œuvre ce qu'ils auront arrêté. Si c'est ça, ça veut dire qu'il faut virer tous les partillons qui sont venus à la mangeoire pour participer au festin que le MPP a réussi à avoir avec les élections. Ça veut dire donc un gouvernement resserré autour du MPP et autour. Donc, tous les partillons qui sont autour, qui sont venus s'agréger, ben, on vous dit bye bye. Donc, il n'est pas question de dire que c'est un gouvernement qui va faire d'union nationale, à l'opposition ou à d'autres forces, je ne crois pas. D'autres compétences. Un gouvernement resserré ne peut pas se resserrer autour de l'opposition. Tu ne peux pas resserrer et souder. Avec l'opposition, c'est quoi? C'est des visions différentes de ce que le MPP qui est au pouvoir a. Tu ne peux pas souder des gens comme ça, non. C'est une union que tu fais. En ce moment, dans l'union, tu fais des arbitrages pour que ça puisse avancer. Mais si tu veux resserrer et souder, c'est forcément autour de ta vision politique, autour de tes orientations. Et je dis que si c'est ça que le chef d'État a choisi, moi, Lengani Issaka, j'applaudis des 48 mains. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, moi, j'estime qu'il faut que Roch Marc Christian Kaboré s'assume entièrement devant le peuple burkinabé. Il a eu 5 ans. Le pays est allé dans une situation difficile. Quelle que soit la manière dont on analyse, il est responsable de la situation aujourd'hui du Burkina Faso. Et je pense qu'il est de sa responsabilité de sortir le pays de cette situation. Et s'il choisit de mettre avec lui des gens qui vont mourir avec lui au front, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière, plutôt que d'amener des gens qui vont venir, comme l'a dit Eugène Ilboudo, amasser, chacun vole autant qu'il peut, et on le voit là. Et c'est ça le deuxième travail qui s'est donné. Mais je vous dis, c'est opération coup de poing. Opération coup de poing. Roch Marc Christian Kaboré ne pourra pas le faire. Il l'a dit, et Jean l'a dit, tous les gros scandales, ce sont ses amis, ou les fils de ses amis. C'est comme ça. Est-ce qu'il peut effectivement faire cette opération-là? Et après avoir annoncé ça, moi je dis la première chose que comment ça s'appelle, le gars de l'ASC là, Luc Ibrigade devrait faire, c'est que demain matin, il convoque une conférence de presse pour dire voici les dossiers dont le président a parlé. S'il est honnête, s'il est pour la République, s'il est patriote, demain matin, il nous convoque tous la presse, il dit voilà les dossiers dont le président de Faso a parlé et je mets ça à sa disposition. Là, on est tous, tout le monde sait de quoi il s'agit. D'accord. Bon, ensuite, sur son troisième, envoyer les chefs militaires. Et là, je suis fondamentalement contre. Je dis c'est une bêtise que de vouloir dire d'envoyer les chefs militaires actuellement là, à Chauge, au front. On se connaît dans ce pays. S'il vous plaît, on se connaît. Quels sont les chefs militaires qui sont ici là? C'est des gens qui ont exercé dans l'armée en temps de paix pendant combien de temps? Ils sont plus rompus aux armes. Mais au moins, les gens disent que si les chefs sont là-bas, au moins la nourriture ne va pas manquer. Oui, je comprends ce qu'on veut dire. Les alertes vont remonter, etc. Je vous dis, si vous envoyez ces chefs militaires-là au front, ils vont causer plus de problèmes aux combattants que les djihadistes eux-mêmes. Parce que la première, si vous n'amenez pas de l'eau et vient qu'ils vont boire là, c'est des diarrhées déjà qu'il va falloir traiter là-bas. Si vous n'envoyez pas le champagne, les petits trucs qu'on sait, ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas s'inventer. On est en guerre, ce n'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. Donc aujourd'hui, envoyer ces gens-là au front, mais pourquoi ils ne veulent pas aller au front? Ce n'est pas parce qu'ils ont peur. C'est des patriotes aussi. Je pense que ils ne sont pas insensibles, mais ils se sentent en incapacité, effectivement, d'être efficaces sur le terrain. Lengani. Il faut donc redéployer l'armée, chacun selon ses capacités. Maître. Non, mais c'est vrai que ce que Lengani dit à propos des chefs militaires n'est pas dépourvu de fondement. Parce qu'on se demande même à quoi servent nos officiers ici.
quand on a vu l'argent qu'on met dans la formation d'un officier qui arrive à colonel, major, général, et on voit l'état de notre armée, on se pose la question. Finalement, à quoi ça sert? Nos officiers sont devenus des bureaucrates, des gratte-papiers, c'est des administratifs. Des hommes de terrain, on n'en voit pas beaucoup. Eux-mêmes devraient avoir honte maintenant de leur propre situation, vu ce qui se passe actuellement. Donc, bon, maintenant, quand il dit qu'il va envoyer des choses, des officiers... Mais est-ce que là, le président, il ne répond pas à une sorte de réclamation populaire? Mais oui. On veut savoir, n'est-ce pas, à quoi servent nos officiers. Voilà, c'est ça, c'est évident. Bon, mais seulement, je mets un bémol par rapport à ce que dit Lengani, parce que, bon, effectivement, s'il y a un colonel ou un colonel-major qui commandait les troupes, n'est-ce pas, à Inata, moi, je pense qu'il aurait eu plus d'autorité pour faire parvenir rapidement les vivres et le matériel dont ils ont besoin. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi, comme on dit, il n'y a pas le risque aussi d'aggraver les situations quand on décime notre hiérarchie militaire en un non, temps, de colonels? Non, sur ce plan, non, parce qu'on a beaucoup de colonels, majors. Voilà, on ne peut pas les décimer comme ça. Il y en a beaucoup. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, concernant l'opération coup de poing, moi, j'ai un peu peur parce que, bon, c'est-à-dire, chez nous en Afrique ici, quand on parle d'opération coup de poing, c'est généralement pour se donner les moyens de taper sur des gens qu'on ne veut plus. Regardez par exemple l'opération Épervier au Cameroun. Comment ça se passe? Ce sont les anciens amis politiques que Paul Biya veut écarter. Alors on monte des dossiers sur eux et légalement on leur tape dessus. Parce que vous voyez, quand vous voulez mettre quelqu'un, n'est-ce pas, quand vous voulez accuser quelqu'un de corruption, un ministre, c'est très facile. Parce que vu toutes les opérations qu'on mène, etc., il est toujours possible de trouver quelque chose qui n'a pas été comme il fallait être dans son ministère. Mais le président a dit que ce sont les dossiers qui sont à la SE, c'est pas tout le monde. Non, mais je sais. Les dossiers déjà connus, mais certainement qui sont bloqués dans le tiroir. Même les dossiers qui sont à la SE, même les dossiers qui sont à la SE, il y a un peu les choisir et les taper. Et c'est ce que Paul Biya fait. Il choisit des dossiers et il fait taper sur ces gens-là. Bon, maintenant, par rapport à ce que Lengani dit, l'idée est géniale que Luc Ibriga, n'est-ce pas, déclare, n'est-ce pas, ce qu'il a comme dossier. Mais ça peut porter atteinte un peu à la présomption d'innocence. Voilà, parce que ça ne veut pas dire que tous les dossiers qui sont là-bas, les gens sont coupables ou ils sont fautifs ou ont la même responsabilité. Voilà, donc, ça veut dire qu'il faut creuser encore davantage là-dessus. Alors que si on publie, on peut porter atteinte à l'image des gens, alors qu'ils peuvent ne pas être coupables. C'est ça aussi le problème. Maintenant, concernant le gouvernement resserré, moi je peux dire que bon, ça peut être une bonne chose, mais resserrer ou élargir, tout dépend du capitaine. Voilà, j'ai toujours dit, quand il y a un bon général, il y a de bons soldats. Quand vous avez un mauvais général, quelle que soit la logistique, etc., vous aurez de mauvais soldats. Vous avez vu par exemple en Irak, quand les Américains ont donné les armes les plus modernes possibles à l'armée irakienne, Daesh a récupéré ça. On a vu la même chose en Afghanistan, ce qui s'est passé. Donc, et puis je vais vous donner un exemple rapidement. D'accord. Au XVIIIe siècle, par exemple, il y a un amiral anglais qui a écrasé toute sa flotte contre le rocher de Gibraltar. Pourquoi? Parce qu'il a dessiné la carte qu'il allait suivre, le tracé qu'il allait suivre. Un simple matelot lui a dit, mon amiral, ce chemin n'est pas correct. Il l'a fait pendre. Parce qu'à l'époque, quand on contredisait un supérieur, la sanction c'était la pendaison. Il a fait pendre. Et il a suivi le chemin que lui-même voulait suivre. Le résultat, ils sont allés directement contre un rocher et tout l'équipage est mort. Le matelot avait raison. Voyez. Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez un mauvais chef, il vous conduit, n'est-ce pas, dans le trou. Que le gouvernement soit resserré ou desserré ou élargi. Et quand vous avez un bon chef, quelles que soient les circonstances, il saura mener les manettes. Donc, le vrai problème qui se pose ici, c'est la direction. Il faut avoir les coups de franche et avoir l'autorité nécessaire pour imprimer une marque. En dehors de ça, vous pouvez faire toutes les manœuvres que vous voulez, ça n'ira pas. Je trouve que l'ensemble des mesures préconisées par le chef de l'État sont bonnes, parce que de nature à apaiser les gens. Maintenant, par rapport à l'opération main propre, parce que Maître parlait de Épervier pour faire allusion au Cameroun, effectivement, on peut trier des gens, mais comme je l'ai toujours dit, dans notre pays, vous savez, c'est un pays qui est champion en matière de textes pour réprimer la corruption et autres tout. C'est un problème. Le problème, c'est l'application. On n'arrive pas à appliquer. Donc, ce qui fait que, et comme souvent, c'est pion sur rue que les gens voient des cas vraiment flagrants d'enrichissement illicite, mais en contrepartie, il n'y a rien. Bon, il faut faire appliquer la loi. Maintenant, c'est vrai que
dans les jours à venir. Ça, ce point-là, c'est un point qui est très important parce que les gens sont au courant des dossiers qui sont dans les tiroirs. Les gens veulent... Mais justement, est-ce que le président, dans ce contexte, dans cette configuration, où il est entouré de beaucoup de gens, de clans, etc., est-ce que le président, aujourd'hui, là où il est, dans cette situation de faire face à la fronde sociale, faire face à la question de sécurité, peut mener tout ça en même temps? Mais je ne comprends pas pourquoi les gens... Opération main propre, mais si, il n'a rien à se... opération main propre, est-ce qu'il pourra... L'opération main propre, si il n'est pas visé dedans, pourquoi est-ce que ça l'empêcherait de laisser la justice faire son travail? Je ne comprends pas. Pour moi, au contraire, attendez, monsieur, pour moi, au contraire, ça ne pose aucun problème. Il peut le faire. Maintenant, en revanche, pour l'histoire de l'armée, comme je l'ai dit, et ce n'est pas juste de vouloir tout lui imputer, comme je dis là. Qu'est-ce qui a fait que dans notre armée, on se retrouve dans un système où c'est une armée de bureau, c'est des colonels de salon? Non. Regardez même la notation. Les gens sont assis et puis ils avancent normalement. Dans d'autres pays, regardez au Sénégal, pour passer de galon à l'autre, vous repartez à l'école. C'est tout un système qui a fait que, effectivement, on est arrivé à cette situation-là. Mais comment est-ce qu'on fait? Et ça va toucher des intérêts. Mais justement, quand on parle de réorganisation, est-ce que c'est cela, réorganisation, vous avez dit envoyer les chefs militaires sur le théâtre? Et puis en plus, est-ce que réellement c'est ça qui va changer normalement, dans une vraie armée, il y aura plus d'efficacité? Non, dans une vraie armée, quand je dis bien une vraie armée, une armée normale, professionnelle, les chefs militaires sur le terrain, ça donne des résultats très, très efficaces. Je dis bien une armée professionnelle. Bon, maintenant, non, regardez, lui qui connaît l'histoire, je laisse l'Antiquité, hein, je ne vais pas citer le cas de, comment il appelle, celui qui a traversé avec les Alpes avec les éléphants, là. Je ne vais pas citer Hannibal, ça, vous prenez même de César, Alexandre le Grand, et même ici, Seconde Guerre mondiale, tous les généraux étaient sur le terrain. Napoléon, tous les généraux de Napoléon ont gagné leurs étoiles sur le terrain. Donc c'est normal. Le Burkina ne va pas réinventer. Ça aussi, c'était des guerres conventionnelles. Non. C'est des guerres normales. Là, on n'est pas dans une guerre normale. Mais dans une guerre asymétrique, justement, l'intelligence consiste à s'adapter. Oui, l'intelligence, tous ces gens qu'on envoie faire des coups d'état-major, là, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est pour venir vous adapter au terrain. Or, ils n'arrivent pas. L'armée est tellement sclérose qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à la guerre asymétrique. C'est pour ça, d'ailleurs, j'avais conseillé de recréer un autre corps d'armée. Je vais vous poser une question. Oui. On envoie les chefs militaires dans les détachements. C'est comme on dit, c'est peut-être la solution. Alors, il y a une attaque. On appelle à l'aide un vol aérien, un secours aérien, il n'y en a pas. Comment on fait? Est-ce que ce n'est pas le problème des moyens qu'il faut poser ici? Que, par exemple, une telle stratégie n'aurait pas de sens, une telle tactique n'aurait pas de sens si on n'a pas des moyens, par exemple? Non, je vais vous dire. Oui, je me rappelle, sur ce plateau, nous avons été les premiers à demander à ce qu'on envoie les chefs militaires au front parce que ça va changer la donne. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais dire le fait que l'Engani demande de publier les dossiers là. Mais la présomption d'innocence dont parle le maître, ça ne veut pas dire que si on te convoque devant le tribunal, tu es immédiatement coupable. Mais la présomption, tu vas aller prouver que tu es innocent. Donc je pense que même le fait de publier les dossiers là, ça va faire bouger les lignes. Mais j'arrive aux militaires. Je suis sûr que si les militaires partent au front, les chefs militaires partent au front, toute la chaîne va s'améliorer en commençant par la commande des armes. Les militaires, ils se connaissent entre eux. Ils savent qui est qui fait quoi et qui peut faire quoi. Ça veut dire que, par exemple, les gens qui commandent les armes pourries, les chefs militaires qui sont au front n'accepteront pas. Est-ce que André Génie, justement, quand on parle de... Est-ce que ce sont aujourd'hui, est-ce que c'est l'armée qui commande les armes aujourd'hui, là où nous sommes au Burkina aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi certaines informations qui sont... Est-ce que c'est l'armée qui paye ces armes ou est-ce que c'est des particuliers, des fournisseurs de particuliers, etc. Est-ce que c'est comme ça les choses se font? Non, attendez. C'est le politique. Est-ce que c'est comme ça les choses se font? Non, c'est pourquoi je vous dis, vous savez, pour faire bouger une masse, ce n'est pas sur toute la masse qu'on tape. On cherche le point d'appui sur lequel, quand tu fais bouger ça, toute la masse va tomber. Je me dis, en envoyant les chefs militaires au front, toute la chaîne va s'améliorer. Parce que comme ils se connaissent, ils ne vont pas accepter, par exemple, celui qui commande les armes pourries soit à la commande des armes. Ils ne vont pas accepter que celui qui soit à l'intendance pour améliorer la ration des militaires soit celui qui soit là-bas. Un effet d'entraînement. Oui, et je termine. Je termine pour dire. Je termine pour dire. Vous savez, je vous ai dit la fois dernière que dans le commandement, il y a deux genres de commandement. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est des chefs militaires qui soient devant et qui disent à ces gars, suivez-moi, on y va. Et si vous avez, et pour envoyer ces gens de gens-là, ils se connaissent. On connaît les poltrons, on connaît les courageux.
Il y a des poltrons que vous allez envoyer au front, ils vont dire qu'ils ne partent pas, ils vont même démissionner pour ne pas pouvoir aller au front. Et les courageux, ce sont les chefs militaires intrépides qui iront au front. Et je suis sûr que quand ils vont aller au front là, les terroristes seront terrorisés pour reprendre... Moi, je pose une question. Hein. La pour dernière, les termes de la dernière Jean-Claude. question, parce que ce point est tellement important. Est-ce que le fait qu'on dise d'envoyer les chefs militaires, est-ce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a dans les détachements est lié à l'absence des chefs militaires ou est lié à l'absence de moyens, les moyens, il y en a. réels pour faire, par exemple, la guerre? Monsieur Lukman, c'est la même question. André Eugène a déjà répondu. Vous savez, dans l'armée, on dit une mission, c'est des hommes et des moyens. Une mission, des hommes, des moyens. Si vous envoyez un colonel là-bas, au front là-bas, il va vous exiger les moyens. Et si vous ne lui donnez pas les moyens, il dira, moi je ne pars pas. Ah oui. Donc, les moyens vont suivre. D'accord. Donc, ah oui. Donc, c'est faux dire que les problèmes seront résolus d'eux-mêmes. Parce que ceux qui seront là-bas vont être même la source de résolution du problème. D'accord. La logistique va suivre. Parce que vous savez, n'est-ce pas, comme je vais dire là, quelqu'un qui arrive au grade de colonel, ça veut dire qu'il a fait toutes les écoles militaires. Et on sait que la logistique suit nécessairement. Quand vous confiez une mission à quelqu'un, il y a une logistique qu'il met en marche pour exécuter la mission. Et si cette logique n'est pas suivie, il n'ira pas. D'accord, merci. Lengani, oui, 30 secondes. Oui, je suis d'un avis tout à fait contraire à tous les autres. Bon, pour dire que je crois qu'aujourd'hui, le véritable problème au niveau des combattants, ce n'est pas le chef. Ce n'est pas le chef. C'est les moyens, c'est la logistique, c'est l'esprit, le mind. Pour faire un peu comme Simon Compaoré. Bon. Je dis, c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de colonel qui commande Inata ou non, non. Même si vous mettez le général, je ne sais pas qui, à Inata, et il crie les moyens, ça ne vient pas, mais il va se faire égorger. Ce qui se dit ici, c'est que si le général est là-bas, désormais il aura les moyens. Avant même qu'il y ait une détresse, il aura les moyens parce qu'il va demander les moyens. Vous savez très bien que mais le soldat ne peut pas demander trop à la hiérarchie, il ne peut pas revendiquer. En fait, la question c'est un peu ça. Ce n'est pas une affaire de grade quand il faut demander à manger. Rappelez-vous, souvenez-vous, après la phase de transition au Burkina ici, on a nommé des généraux dans les ambassades. Ici, sur ce plateau, on a dit non. Dans un pays en guerre, c'est irresponsable d'envoyer des gens, des généraux aussi aguerris dehors pour aller s'amuser. Oui. On dit, pendant qu'on juge. Non, c'est pour dire, je dis de manière claire. On ne pourra pas épuiser le sujet. Non, mais je tiens à dire ceci. Ce que vous réclamez de l'armée, si vous voulez que ce soit appliqué comme ça veut dire clairement, vous dites à l'armée, faites un coup d'État. Pourquoi ? Parce que ce dont vous parlez, la commande des armes, la gestion de l'intendance, tout ça là, c'est la politique. D'accord. On le sait très bien, c'est la politique. C'est pas une raison pour ça. Lengani, toi tu nous donnes, tu amènes de l'eau. Vraiment 2 secondes. Hein, tu amènes de l'eau à notre moulin. Mais ça ne doit pas être les politiques qui commandent les armes. Ah ben, et pourtant, vous avez une école à Ouagadougou qui forme des militaires, des logisticiens. Si vous voulez acheter un véhicule, vous demandez conseil aux garagistes, ceux qui connaissent les véhicules et différents. Ça veut dire que quelqu'un ne devrait pas aller pouvoir acheter un hélicoptère et on se rend compte que ce n'est pas un bon hélicoptère. Est-ce que celui qui est habilité à dire que c'est un bon hélicoptère a donné son avis? Et là, c'est là qu'il faut... Oui. Merci, André Génie-Boudou. Mais laissez-moi terminer là-dessus. Je vais dire simplement, vous savez, quand on va avoir des militaires, un colonel, quand il parle, il n'a pas le même poids que quand un sergent-chef parle. Quand un général parle là, Maître l'a si bien dit, si vous envoyez les chefs militaires au front, tout va s'améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi, parce qu'il faut aussi l'enlever, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi que le colonel, par exemple, qui est à Inata, il a demandé la nourriture. 2 heures après, il dit aux gens, on quitte le lieu parce qu'il n'y a pas de nourriture. Attendez, le président a dit, il y a eu dysfonctionnement. Et je ne veux plus qu'on parle de dysfonctionnement, de primes et de rations. Mais ça veut dire qu'on a les moyens. La semaine dernière, on a parlé du budget énorme de l'armée. Merci, les moyens, il y en a. On va terminer avec cet autre message du président Blaise Compaoré qui a
fait un message. Dans le message, on lit, je prends quelques éléments. Il dit ceci: nos rancœurs et nos égoïsmes doivent céder la place à ce qui nous unit, le Burkina Faso. Et il dit encore: devant la très réelle et visible menace sur l'existence de notre patrie, j'en appelle encore une fois à un sursaut patriotique avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Et il termine par dire: nos FDS ont encore besoin de se réorganiser, d'avoir des équipements performants et adaptés pour venir à bout des leaders terroristes. Commentaire. Évariste Fassin-Kosebo. Non, c'est dommage qu'à l'heure où notre pays traverse les heures sombres, nous ne puissions pas profiter ou utiliser ses compétences, parce que quand même il a dirigé, d'abord il est militaire, et je dis même il est sorti major de sa promotion à l'EMIA au Cameroun. Donc ça c'est les qualités, les compétences militaires, de l'homme militaire que je parle. Donc, et ensuite il a dirigé le pays pendant une longue période où, bon, avec ses moyens, qu'on peut discuter ou critiquer, il y avait quand même on n'avait pas cette situation délétère. Donc de ce point de vue, je trouve que c'est dommage et qu'à l'heure actuelle, il ne puisse pas être au pays pour contribuer et participer. Maître? Non, mais ce qui est dit est tout à fait correct. Pour une fois, vous êtes d'accord avec M. Blaise Compaoré? Non, attendez que je termine. Non, mais c'est... Parce que je ne sais plus qui disait ça là, les hommes sont pareils par le langage. Il n'y a que les actions qui les découlent différents. Donc ce qu'il dit est tout à fait correct. Mais maintenant, bon, dans les faits, c'est ça maintenant que le problème peut se poser. Voilà. Donc, il parle de réorganisation, il parle d'équipement, de réorganisation pour plus de performance. Donc le problème est pour un militaire, un ancien militaire quand même. C'est ce que nous avons dit ici. Voilà, ce que nous avons dit ici. Maintenant, comment il procédait, comment lui il aurait pu faire, comment lui il peut contribuer, etc. Tout le problème, c'est tout à ce niveau maintenant. Il est en exil. Est-ce qu'il y a la sincérité dans ça, etc. Non, mais il peut rentrer. Il peut rentrer. Ah bon? Ah oui, Luc Adolphe Thiaw était en exil, il est rentré. D'accord. Ah oui. André Eugène Goudot et Lengani terminent ce message, ces mots du président Blaise Compaoré. Il parle de sursaut patriotique avant qu'il ne soit définitivement trop tard. C'est-à-dire qu'il est déjà tard, mais pas définitivement. Non, il a parlé de notre pays. Mais vous savez que si vous regardez les gens qui colorent notre carte, c'est presque le rouge qui domine dans la carte. Ça veut dire que si on continue comme ça, je dis un jour, on va se réveiller et puis on n'a plus de pays. Donc ce qu'il a dit, c'est un Burkinabé, même s'il a une autre nationalité en plus, mais il n'est pas le seul à avoir deux nationalités. Il y a beaucoup de gens qui ont la nationalité française, la nationalité togolaise, la nationalité camerounaise comme Évariste. Non, je dis ça pour te taquiner. Je vais dire qu'il n'est pas le seul à avoir deux nationalités. Donc, c'est un Burkinabé. Donc, il a raison d'opiner sur le Burkina, comme nous tous nous le faisons. Maintenant, quand il parle, il n'est pas à notre niveau. Nous sommes des citoyens lambda. Lui, il a dirigé le pays comme a dit Évariste. Donc, quand il parle, nécessairement, il faut l'écouter et il faut l'entendre. Donc, ce qu'il dit, mais c'est ce que tout le monde dit. Il faut que nous nous levions, que nous taisions toutes nos bagarres. Parce que tant qu'on n'aura pas de pays, toutes nos bagarres ne tiendront pas. Quand le Burkina ne va pas exister, il n'y aura plus de bagarres. J'ai toujours dit, quand vous dépassez la frontière de 1 mm, on vous dit de l'autre côté, il faut retourner chez toi. Or, si ce chez toi-là n'existe plus. Donc, ce qu'il a dit, moi, je trouve que c'est normal. Ce qu'il a proposé de faire, c'est ce que nous disons. Il faut réorganiser l'armée. Il faut que les boys qui sont sur le terrain soient confiants et qu'ils aient des gens qui disent, nous, on va à la guerre. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que les militaires qu'on va envoyer au front puissent rassembler leurs hommes et leurs familles pour dire, c'est moi qui vous amène au front. Et mon devoir, c'est de vous ramener sain et sauf à la maison, une fois qu'on a gagné la bataille. Et ce sort de langage-là que l'on va tenir avec les hommes. Alors, le président Compaoré parle de sursaut patriotique avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'on peut entendre par sursaut patriotique? Est-ce qu'il en appelle à... les gens qui siphonnent d'égoïsme, il parle de... Les gens qui siphonnent l'argent des militaires là, pour couper et caler là, ce ne sont pas des patriotes. Vous ne pouvez pas envoyer les gens au front et faire en sorte qu'ils meurent de faim et de misère. Ce n'est pas patriotique. Je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut parler. Pendant que l'on est en guerre, il y a des gens qui siphonnent l'argent, il y a des gens qui achètent des hélicoptères pourris. Ce n'est pas patriotique. Le sursaut patriotique, là, c'est demander à chaque personne de dire notre pays est en voie de disparition. Il faut que chacun se taise et chacun se lève pour que notre pays ne disparaisse pas. Merci. Évariste André Eugène, pardon. Lengani, pour terminer sur ce sujet. Mais, que dire, tout est dit. Hein? Bon, ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, l'heure est extrêmement grave. Et je pense que, fort heureusement, le président de Faso, à mon sens, a pris la mesure de la situation.
Oui. Et c'est pourquoi je félicite déjà les marchés du 27 pour avoir obligé à aller dans ce sens-là. Maintenant, il faut des actes. Et les actes, ce n'est pas les discours. Comme l'a dit Maître Tambela, bon, les discours, tout le monde peut faire des discours. Comme le discours qu'on entend, et les promesses. Et le problème, c'est qu'effectivement, il faut un sursaut patriotique qui engage chaque Burkinabé. Personnellement, j'ai fait une tribune allant dans ce sens-là. C'est chaque Burkinabé qui est interpellé et c'est tous ensemble que nous sommes responsables de la situation. Et ce faisant, il est vraiment dommage qu'on voit les clivages qu'il y a aujourd'hui sur des positionnements politiques. D'accord, moi je vais vous poser une question simple. Le sursaut patriotique, on en entend parler toujours. Quand on regarde un peu le discours du président Kaboré à 23h30, c'est pratiquement le sursaut patriotique dont il est question ici. On attend les anciens chefs d'État, Kafando, JBO, et maintenant Blaise Compaoré, tous parlent de sursaut patriotique. Alors vous, quand on parle de sursaut patriotique, quel schéma vous voyez? Évariste pour commencer, après Maître. Moi, le schéma que je vois, c'est que tout le monde, tous les Burkinabés se retrouvent, y compris tous ceux qui sont dehors en exil pour des faits politiques, ils rentrent et que dans le cadre d'une grande rencontre, on vide le linge sale et on décide de tourner la page et de regarder l'avenir. On aura le temps pour s'asseoir, vider le linge. Est-ce qu'on va justement au travail? Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'intérêt du pays. Quel type de gouvernement on fait? C'est vrai que les mesures sont bonnes, hein, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a quand même, nous nous trouvons dans une situation où il y a un problème sérieux avec les acteurs politiques. Donc, et ça, on ne peut pas le nier. Il faut rassembler tous les fils du pays. Moi, je n'y crois pas trop. Parce que tout le monde n'a pas la même patrie au même moment. Vous savez, par exemple, à l'heure actuelle, il y en a qui profitent de la situation qui prévaut actuellement. Par exemple, ceux qui font le trafic du carburant avec les djihadistes, ceux qui sont complices, je persiste à dire qu'il y a des... Est-ce qu'ils ne sont pas nombreux que les autres? Non, oui, mais c'était Burkinabé aussi. Hein. Et il n'y a même pas longtemps, la voix officielle a reconnu que ceux qui nous tuent là sont des Burkinabés, qui sont élevés contre d'autres Burkinabés. Donc c'est pour vous dire que tout le monde n'a pas la même patrie au même moment. Et tout le monde n'a pas la même notion de patrie. Ça, c'est le premier point. Maître, on va prendre notre premier téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou, sur les manifestations du 27 novembre. M. Ouedraogo. Oui, bonjour M. Boukman, bonjour à l'ensemble des sur le plateau. Bonjour et merci de nous faire confiance. Allez-y pour votre intervention. Ok. Juste avant, je dirais que l'intervention du président à 23h30 ne doit poser en aucun cas un problème. C'est une intervention officielle et solennelle, même si c'est intervenu à 3h du matin. Je crois qu'à 6h du matin, ou du moins, personne sur le plateau ici n'a veillé ne pas écouter parce que c'est une rediffusion. Je crois que tout le monde a écouté le message et c'est ça qui est l'important. Oui, par rapport à la manifestation, sincèrement, pour ceux qui aiment les comparaisons, vous avez suivi jusqu'à l'insurrection en 2014, le chef de file de l'opposition n'a posé aucun acte, j'allais dire, contre la légalité. Ils ont toujours respecté la légalité. Moi, je pense que ça doit être un exemple. Même s'il y a certains qui veulent aller jusqu'à la démission du président, mais au moins, qu'ils soient dans la légalité. Parce que lorsque eux-mêmes viendront au pouvoir, ou ils choisiront leur président, ils vont souhaiter que le peuple s'allie dans la légalité pour que ce président puisse travailler en toute quiétude. Alors, je crois que le désordre là, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Et seulement si ils avaient décidé, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir au dernier moment, j'allais dire, l'autorisation, parce qu'ils n'ont pas pu déposer les choses dans les règles de l'art, mais simplement ils auraient pu reporter. On a vu des marches qui ont été reportées ici et qui n'ont pas connu de grabuge comme on l'a vu. Mais vous voyez, simplement parce qu'on n'a pas voulu. Donc c'est comme si c'était un défi qu'on lançait aussi au ODS. Moi je pense qu'il ne fallait pas. Monsieur Ouedraogo, oui? C'est vrai que vous parlez, vous êtes du côté de la légalité, c'est vrai, mais quand des citoyens veulent s'exprimer, est-ce qu'il n'appartient pas aussi à l'État qui doit fournir tous les cadres nécessaires d'expression aussi, souvent, de leur permettre, dans un contexte comme ça, est-ce que ce n'est pas à l'État de leur permettre de s'exprimer? Oui, c'est comme je l'ai dit. Lorsqu'on est en position,
de faiblesse. Parce que ici, moi, je trouve qu'on a ceux-là qui ont voulu forcer les choses, c'était en position de faiblesse à partir du moment où ils n'ont pas voulu respecter la légalité. Alors, simplement, ils pouvaient faire un recul. C'était peut-être un recul pour mieux sauter. Vous allez voir peut-être le chef de file de l'opposition qui a donné un mois. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont décider d'organiser des marches sans légalité? Alors, donnons le bon exemple aux autres. Oui, il y a l'homme de Tambela, voilà, qui avait dit effectivement qu'on aurait pu saisir le médiateur du Faso pour cela. Bon, ça n'a pas été fait. Bon, ce n'est la faute à personne. Mais je dirais que pour moi, il faut toujours donner le bon exemple. Parce que dans l'anarchie, là, on ne sait pas ce que... Oui, ça a fait jurisprudence. Si on permettait à ces gens-là de le faire, la prochaine fois, on ne pourra pas refuser une marche sous prétexte que on n'a pas respecté la légalité. D'accord. D'abord là. Merci. Et là, on va éviter, en fait, j'allais dire, ce qu'on a connu avec la destruction, j'allais dire, de l'état civil. Merci. Ça n'honore personne. Merci, M. Ouedraogo. Merci, M. Ouedraogo. Oui, les gars, vous voulez réagir? Dans cette affaire, la première personne qui a violé la loi et la Constitution, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir. La Constitution reconnaît le droit naturel des Burkinabés à manifester. Et qui a interdit? C'est le pouvoir. Donc, c'est eux qui ont été les premiers à violer. Donc, s'il y a un exemple à donner, ça doit venir des gouvernants. Il faut encadrer les marches. Et ce qui est prévu par la Constitution. On ne fait pas, on interdit. Et, s'il vous plaît, ne soyons pas quand même hypocrites jusqu'à ce point. Toutes les musiques, si le président du Faso a parlé à 23h30, est-ce que c'est parce que ça lui plaît? C'est parce qu'il a été obligé du fait de ce que les gens ont dit que c'est marché le 27 qu'il a fait ça. Donc il ne faut pas aujourd'hui nous faire croire que non, c'est illégal, donc il n'y a pas le droit de le faire, c'est un mauvais exemple. Ce n'est pas vrai. Évariste, vous n'avez plus après. C'est moi qui parlais. L'auditeur qui a appelé, enfin le téléspectateur, parce que bon, c'est vrai que nous sommes en démocratie, c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, mais nous vivons ensemble et nous devons tenir compte de l'intérêt de tout le monde et de tous. Et là, je dis, on peut l'exprimer dans un cadre bien précis. Si vous ne respectez pas les règles, même moi le premier... Évariste Concebo, est-ce que souvent aussi, l'État, à un moment donné, n'est pas souvent sous influence politique, où il n'y a pas un calcul politique? Parce que les manifestants ont dit qu'ils vont demander la démission du président. Est-ce que c'est ce qui fait que... Et c'est ce qui fait que... Et c'est dans une ambiance quand même générale, où non, par exemple, on a vu... Le motif évoqué, on a vu par exemple, des gens, ceux qui ont fait la conférence de presse, pour annoncer qu'ils vont participer à la manifestation, ont été arrêtés. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un environnement qui fait qu'on voit plutôt une affaire politicienne? Monsieur Loukman, vous pensez qu'une poignée de personnes réunies en conférence de presse peuvent s'asseoir et demander la démission du chef de l'État? Est-ce que ce n'est pas leur droit? C'est leur droit, mais ça ne sera pas peut-être effectif. Donc c'est leur droit. Maintenant, ce qu'on leur reproche ici, c'est que si vous voulez vous exprimer, vous, moi et comme n'importe quel citoyen, il y a des règles qu'il faut suivre. Et en plus, si vous décidez de mettre des gens dans la rue, vous devenez responsable, vous devez les encadrer. Ce qu'on a vu là, c'est quoi? C'est des débordements. Qu'est-ce que l'État civil a à voir? Qu'est-ce que les stations-service ont à voir? C'est des actes de vandalisme. Et ils devront répondre parce que... Oui, mais André, est-ce que... Oui? La question, c'est... D'accord, on va prendre notre deuxième téléspectateur d'abord. Monsieur Ismaël, qui nous appelle de très loin, dans un pays voisin, au Ghana, qui voudrait lui aussi revenir sur les manifestations du 27. Monsieur Ismaël. Oui, allô. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, d'accord. Ouais, je voulais intervenir suite au discours du président pour faire une appréciation là-dessus. C'était la bienvenue, c'était bien fait. Mais nous pensons que le sursaut patriotisme que le président a demandé devait commencer le même jour du discours. Parce qu'à partir du moment où il y a un de vos membres qui dit que de ne pas donner l'occasion à quelqu'un qui doit te fouetter de te fouetter. Il prévient, il a passé 2 discours, moins de 1 mois. Il prévient qu'il va dissoudre le gouvernement. Le discours devait être accompli immédiatement. Et les autres actions vont se reprendre. Quand on prévient que les chefs militaires vont aller en guerre, mais on devait suspendre le gouvernement immédiatement. Dans le deuxième volet, quand on apprécie qu'on dit que les chefs militaires vont aller en guerre, ça a été fait en Éthiopie actuellement, le président est en train d'aller en guerre.
Et le président, d'abord, ce discours-là être fait à une attaque. Le même jour-là, nous sommes venus, nous décidons à l'hommage de nos militaires qui sont morts. 50 000 gendarmes, c'est beaucoup. À partir de là-bas, il va faire son discours et suspend tout. Prend une nouvelle base. On sait qu'on a un nouveau soldat qui est arrivé. Le chef de guerre a commencé et il a pris le bâton pour diriger son troupeau. Maintenant, si toutefois les mêmes discours ont été dit, il a déjà fait un premier discours qu'on va sanctionner. Et jusqu'au sommet. Et encore, je le tiens. Il a insisté là-dessus. C'est qu'il sait qu'il y a une faute. Donc, si la a été déjà souligné 3 semaines avant, aujourd'hui, il va faire un discours, ça devait commencer par l'acte, automatiquement. De ne pas donner l'occasion à ceux qui fouettaient pour fouetter. Si d'autres vont rentrer à brousse, ils vont rentrer, d'autres vont corriger les erreurs, ils vont corriger. L'acte devait commencer à l'instant T. D'accord. Le discours était bien fait, mais bon, ça a été toujours le même discours. Là, nous, vraiment, on souhaite que ça soit un discours cette fois-ci. Merci. Merci, monsieur Ismaël. Bon, il n'y a pas de nom, c'est un prénom. Non, je voulais dire que pour le premier intervenant, ceux qui ont marché n'ont pas dit qu'ils veulent prendre le pouvoir. Hein. J'imagine que c'est les CFOP, une fois que s'ils veulent que le président dégage, c'est eux qui vont récupérer le pouvoir parce qu'ils sont. Oui, ils ont un parti politique, ils veulent le pouvoir. Mais ceux qui ont marché ont demandé à dégager, mais dégager pour qu'ils prennent là, on n'a pas dit. Mais cela dit, je pense que pour le deuxième intervenant, je pense que le président ne pouvait pas dissoudre le gouvernement quand il parlait, parce qu'il y avait la marche du samedi et on ne savait pas où ça pouvait déboucher. Il ne faut pas que le pays là soit... Mais j'imagine que hier soir à 23h, on devait se lever le matin pour dire que le gouvernement était dissous, parce qu'il l'a dissous à 23h, comme il nous a fait parler à 23h30, pour dire, voici ce que je commence à faire. Je pense qu'il faut... Il n'est pas dans... Il dit que le gouvernement sera resserré. Non, mais je vais dire... Donc c'est peut-être un réaménagement du gouvernement. Le monsieur a demandé de le faire automatiquement. Ce que l'on craint, c'est que même les amis du président du Faso disent que c'est un homme qui démarre au diesel. D'accord. J'ai peur qu'encore on attende le gouvernement resserré là dans un mois. D'accord. On prend notre dernier téléspectateur, M. Kwanda Adama de Nyangologo. Sur les manifestations bonjour à tout le monde sur la table. Bonjour, M. Kwanda. Ah oui, j'appelle de Nyangologo, effectivement, c'était pour les manifestations. D'accord, allez-y. Voilà, donc vraiment, je félicite ces manifestants-là. Voilà, d'avoir exprimé vraiment, même s'il y a d'autres qui cachent, c'est la volonté de tous les Burkinabés. Parce que prévenir un chef d'État, un président qu'on va le chasser à 10 jours, 15 jours, non, c'était pas pour le chasser, c'était seulement pour lui dire de régler la situation sécuritaire. Et il a fait ce discours-là, c'était pour décourager les manifestants, pour leur dire non, laissez, il va faire quelque chose. Mais absolument, il n'a pas dit quelque chose qui va à l'encontre de ceux qui sont au front. Il a dit quoi pour empêcher un terroriste d'aller attaquer un cas? Il a dit quoi dans son discours pour amener quand même nos soldats à aller maintenant attaquer les terroristes? Parce qu'il manque toujours ce même problème-là. Ça n'a pas commencé maintenant. Souvenez-vous, quand Simon Compaoré était ministre de la Sécurité, il a fait tout le tour des garnisons et puis des militaires qui sont au front. Il a été mis au parfum de tout ce qui se passe et de tout ce qui est chose. Il est venu, il a fait compte rendu, le président n'a pas pris de choses. Après lui encore, c'est Ousseini Compaoré qui a fait la même chose. Il a été mis au parfum, on lui a tout dit, mais ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, si tu fais discours, c'est pour aller dans ce sens. Les gens ne veulent plus, c'est pas pour mettre tes amis en prison là qui nous importe. Il ne faut pas, il va se presser. S'il ne l'a pas fait, s'il quitte là, nous aussi on va le mettre. S'il a train de mettre d'autres en prison, on va aussi le mettre en prison avec ses amis s'ils n'ont rien fait. Mais seulement on veut qu'il prenne des décisions pour quand même faire quelque chose pour les soldats qui sont au front. Pourquoi ils vont mourir encore? C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas y mettre ses amis en prison, ça c'est pas notre problème. S'il veut, il n'a qu'à le faire. S'il veut, il n'a qu'à le faire parce que tôt ou tard, il sera rattrapé par l'histoire. Et maintenant, je prends un exemple. Dans son discours, ici à Nyangologo, où moi je suis, ma gendarmerie, la gendarmerie de Nyangologo est ici, c'est eux qui sont soldats au front, qui couvrent 30 km². Depuis 7 ans, ils n'ont même pas un véhicule roulant pour aller au front, pour faire quoi que ce soit. C'est pas intéressant. Et on va nous dire que non, on prend des mesures. Et maintenant, pour terminer, je veux tout simplement comprendre la mairie qui a été allée là, qu'on érige ça comme un monument
pour tentative d'insurrection, puisque notre Assemblée nationale, l'ancienne Assemblée, on veut le prendre pour féliciter des insurrections. Donc prenez ça là aussi pour féliciter des gens de tentatives d'insurrection. Merci, M. Kwanda. Merci pour votre intervention. Non, et Maître a demandé la parole depuis longtemps. On va laisser la parole à Maître. Maintenant, les paroles sont... Quand on a commencé à recevoir les auditeurs, oui. Voilà. Donc, j'en étais maintenant au sursaut patriotique. Tout le monde parle de ça. Voilà. Vous savez, quand on parle de sursaut patriotique, on ne le décrète pas dans un bureau. Hein. On le décrète, n'est-ce pas, dans un lieu de combat. Or, par exemple, vous savez, actuellement en Éthiopie, les rebelles qui menacent là, mais le Premier ministre éthiopien est sur le front actuellement. Là, s'il parle de sursaut patriotique, on le croit. Quand il y a eu une incursion au nord du Togo, le président Faure Gnassingbé est monté au front, lui-même, visiter ses soldats. Quand il parle de sursaut patriotique, on le croit. Mais maintenant, quand vous dites sursaut patriotique, il faut quelqu'un pour montrer la voie. Quand on parle de sursaut patriotique, il faut quelqu'un pour montrer la voie. Et si cette personne n'existe pas, le sursaut n'aurait jamais lieu. Donc, je répète toujours alors, le sursaut, selon ce que beaucoup entendent, hein, c'est que le sursaut, il n'y a plus opposition, il n'y a plus que tout le monde, on revient à un bloc national. C'est ça la question. Quelle que soit la nature, il faut quelqu'un qui indique la voie. Voilà. Donc, quand on parle de sursaut patriotique, il y a toujours un leader qui montre le chemin. Sans ça, c'est des paroles en l'air. Mais comme a dit, comme a dit Platon, n'est-ce pas, vous pouvez donner à quelqu'un une éducation ou une instruction. Mais vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il n'a pas en germe en lui. Est-ce que le président actuel a en germe en lui les qualités d'un sursaut patriotique? D'accord. C'est ça la question. Non, parce que dans son intervention, il a laissé entendre qu'il n'a rien vu dans le discours du chef de l'État qui nous donnait l'espoir que par notre armée, nos soldats allaient être capables d'aller attaquer les terroristes. Non, l'armée actuelle, sans être réorganisée, ne peut pas prendre l'initiative de l'offensive. C'est une armée défensive. Mais c'est pour cela qu'il dit qu'il va organiser. Il va réorganiser. Si on ne réorganise pas, c'est une armée défensive, ce n'est pas une armée offensive. Moi, je suis largement en phase avec notre compatriote du Ghana. Bon, pour dire effectivement, et c'est ça aussi le problème de ce régime-là. Le président de Faso a beaucoup promis. Il a fait de grandes promesses qui n'ont jamais eu d'effet. Bon, on nous a parlé de la 3e constitution qui devait être depuis 2016. La 5e constitution. Oui, depuis 2016. La 5e République. On n'a jamais vu. Bon, tout récemment, Blaise va rentrer premier semestre. 1 an, on ne voit rien. Bon, aujourd'hui, effectivement, c'est vrai, il faut qu'il prenne la mesure de ça. Et je l'ai toujours dit sur ce plateau, le pays doit rebondir. Avec roc ou sans roc, ça se fera. Et le mieux pour nous, c'est que ce soit avec lui, pour respecter les normes de la démocratie. Mais je dis en même temps qu'il ne faut pas obliger les gens à faire ce qui s'est passé avant. Mais là, je ne suis pas d'accord avec Évariste quand il dit de sanctionner ceux qui ont fait la manifestation illégale. Moi, je pense que ce serait jeter de l'huile sur le feu. Et puis, ce serait un précédent dangereux. En 2014, les gens ont fait. On a jugé personne. Ils se sont même érigés en héros nationaux. D'accord. Ça, c'est d'un. Et puis, je vais ajouter, sur ce point des héros nationaux-là, moi, je ne peux pas comprendre, moi, Lengani Isaka, que des gens qui ont fait 2014 là, soient des héros nationaux, nos 500 militaires qui meurent au front ne sont rien. Merci. Pourquoi? Lengani, si on a fait, dans le sens du sursaut patriotique, on a fait un monument pour ceux qui sont morts en octobre 2014, on doit pouvoir en faire pour ceux qui meurent au front pour notre sécurité à tous. Merci Lengani, c'est avec ces propos-là qu'on va clore cette émission pour ce jour. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis au Burkina comme ailleurs, ceux qui ont appelé aussi pour donner leur avis, leurs opinions. Merci à vous qui étiez ici, sur ce plateau. On va remercier tout le monde et se donner rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.